Salut les gens, aujourd'hui dans l'émission Les gens comme vous, je reçois Stéphane Fofou, champion de boxe française. Salut Stéphane. Salut Rabia, Est-ce merci que... pour Ah l'invitation. ben de rien, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc brièvement, Stéphane Fofou, comme tu l'as dit, j'ai 30 ans, je suis français d'origine camerounaise, je suis né là-bas, d'une mère institutrice au Cameroun, qui a eu la bravoure de nous faire venir en France. Depuis, je suis en France et aujourd'hui, à 30 ans, je suis père de trois enfants, du coup, et je suis boxeur professionnel. Je suis également éducateur sportif, coach sportif, entrepreneur à mes heures perdues et D'accord. accessoirement président du syndic de mon immeuble. Ah, Donc voilà, j'ai plusieurs casquettes comme ça. multiples casquettes comme ça, tuc, tuc, Voilà. tuc. Et voilà comment je me définis tout simplement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton palmarès là? Parce que on a affaire à un champion, hein. Bon, un petit champion, je vais Je essayer d'être minimise. humble, mais en tout cas, à un moment, j'aurai la grosse tête et donc profitez-en. Au niveau de mon palmarès, donc j'ai été trois fois champion de France. Donc j'ai été deux fois champion de France en K1, donc c'est du kickboxing. Et ça fait depuis cette année que je suis également champion en savate boxe française. C'est un titre que je convoitais depuis pas mal de temps. Aujourd'hui, je l'ai, ce qui va me permettre d'aller au championnat d'Europe d'ici quelques mois, en octobre, pour représenter la France. Ce sera en Italie, à Gênes. Enfin, non, oui, c'est Jenny, non? ouais, Je un sais truc pas, un comme truc ça. comme ça, avec J'ai pas trop l'accent. bien suivi, mais voilà, je serai dans ce coin-là. Et puis voilà, au niveau de mon palmarès exact, donc j'ai 45 combats et 34 victoires. C'est Voilà. énorme, 45 combats. C'est pas mal. J'ai calculé mon ratio, je suis à peu près à 75% de victoires. D'accord. On va dire que je n'ai pas un palmarès Mais que j'ai combien par an? construit. Parce que tu as 30 ans, quoi. Euh, Combien tu fais de... on va dire qu'actuellement, je fais beaucoup moins de combats qu'avant, maintenant que je me suis professionnalisé. Avant, je pouvais faire peut-être, entre 5 et 10 combats par an, mais c'est des combats, on va dire, amateurs. D'accord. Donc, dans ce total que je vous ai annoncé, j'ai quand même des combats amateurs. Et maintenant que je suis professionnel, c'est plutôt 3 à 4 combats par an, tout simplement. Et je disais justement, au niveau du palmarès, je ne l'ai pas construit. Je suis plutôt quelqu'un qui accepte les challenges. Et on voit beaucoup de nos jours dans le milieu de la boxe des personnes qui sont invaincues, tout simplement parce qu'ils ont choisi, ils ont fait le choix de bâtir une carrière, on va dire, de boxeur invaincu. D'accord, en Donc, choisissant en l'adversaire par des choisissant un peu calculs savants, l'adversaire, et ouais. une fois qu'on est en haut, D'accord, on évite de s'affronter. d'accord. Non, moi j'ai toujours fait le choix d'affronter ceux qui étaient sur ma route. Mhm. Et puis voilà, j'ai un palmarès, je pense, assez noble quand même si dans les prochains mois, les prochaines années, je pense l'étoffer et au moins aller à 85% de victoire, tout D'accord. simplement. Et ça t'est venu comment, cette envie de... En fait, c'était de la boxe française dès le démarrage ou alors tu t'es axé sur de la boxe et après tu as découvert la boxe française? Ça a été la boxe française dès le démarrage. Et je vais vous dire pourquoi, tout simplement parce que, donc moi à savoir, je suis arrivé à Noisy-le-Grand, dans le 93, il y a à peu près 6-7 ans. Et donc à l'époque, j'étais sapeur-pompier de Paris. Donc j'avais déjà un gros bagage derrière moi de sportif. Donc je pratiquais assez régulièrement et je cherchais tout simplement une salle à côté de chez moi qui me permettrait de m'entretenir physiquement. Et donc j'ai découvert cette salle qui est au Pavé Neuf, donc on va dire un quartier mythique de Noisy-le-Grand, les Camemberts. Camembert, camembert. Donc voilà. Euh, et il se trouve que dans cette salle en question, il y avait de la boxe. En l'occurrence, c'était de la boxe française. Et tout simplement, l'entraînement suivant, j'étais là, tout simplement. Et j'ai plus jamais lâché. Donc j'ai démarré sur les chapeaux de roue. Premier entraînement, j'étais là. Et t'avais quel âge? Et j'avais 23 ans à l'époque. Donc t'as commencé tard quand même. J'ai commencé D'accord. tard, mais j'ai commencé fort, Fort. Donc ça veut dire que très c'est très ton fort. entraîneur qui directement il s'est dit bon je vais le mettre en compétition alors je vais le laisser mûrir. Comment ça s'est passé? Euh, on va dire que j'ai pas été demandeur, moi, tout de suite, de faire de la compétition ou de faire des combats. Je suis plutôt quelqu'un qui est réservé, ça veut dire que je me mets pas en avant aux premiers abords. Donc j'ai vraiment attendu que ce soit l'entraîneur qui me dise
Stéphane, toi, si tu veux faire de la compétition, si tu veux faire des combats, tu peux. Tu m'as l'air d'avoir les capacités. Et voilà. Mais je vois qu'il y en a beaucoup qui aimeraient justement sauter le pas beaucoup plus vite. Et à eux, bon, le conseil que j'ai à donner, c'est vraiment d'attendre et de ne pas se lancer dans un sport de combat dans ce but-là. Mon but, c'était vraiment de me prouver à moi-même dans un premier temps que j'étais D'accord, capable, d'accord. que j'étais capable de ne pas me dégonfler face au danger. Mhm. Et on va dire en quelque sorte, pour moi, c'était un point de passage obligé dans mon devenir en tant qu'homme. Je me suis toujours dit qu'un homme devait savoir se battre, un homme a des responsabilités, il doit protéger la famille, tout ce délire patriarcal qui est Mhm. pas très bien vu de nos jours. Mais je m'étais toujours dit pardon, que c'était un point de passage obligé. Il fallait que je me bâtisse également un physique. À savoir que moi, je fais 1,98 m pour actuellement 83 kilos. Mhm. Donc j'ai gagné un peu de muscle par rapport Tes à mes débuts, jeunes années, à mon adolescence. Et donc j'étais quelqu'un de très grand et de très maigre aussi. mhm, J'ai jamais eu de problème avec mon physique. mhm. Mais à un moment donné, je me suis dit, il fallait que j'ai un peu plus de carrure, que j'ai l'air d'un homme. Et voilà, pour moi, c'était quelque chose qui était en arrière-plan et qui devait se réaliser à un moment donné. Donc, je suis rentré chez les pompiers dans un premier temps. Je me suis bâti un mental et un physique parce qu'aussi, bah, on va dire que j'avais arrêté l'école, donc il fallait vite que je me trouve. À quel âge? Bon, ça va, j'ai pas arrêté Trop tôt? trop tôt. C'est au niveau du passage du lycée à l'université. Donc j'étais en prépa et c'est ma prépa qui s'est mal passée. Parce qu'on va dire au niveau de mon parcours, j'avais un peu de facilité, mais je me suis trop reposé sur mes lauriers et dans le supérieur, ça c'est pas passé. Ça pardonne pas. Ça pardonne Mm. pas. Donc voilà, j'ai appris à faire tout simplement à me dire que c'était pas un échec en soi les études. De toute façon, à l'heure à l'heure actuelle, je me dis que je suis quand même content de mon parcours, mais le fait d'avoir arrêté les études dans une famille, on va dire, traditionnelle, qui attendait beaucoup de moi, ma mère, je pense qu'elle voulait que je sois ingénieur, donc je sais que j'ai conscience d'avoir un peu déçu, donc il fallait que je me rattrape, et voilà, je ne pouvais pas passer du temps à traîner Mm. sans savoir quoi faire. Et les pompiers, ça m'a semblé être une bonne alternative, aider les gens, faire du sport. Et donc je me suis engagé chez les sapeurs-pompiers de Paris, tout simplement. C'était évident pour moi. Et donc j'arrive à 23 ans. J'ai un peu de temps quand je ne suis pas de garde, tout simplement. Et je fais mon sport et voilà, je découvre la boxe. Et je pratique incessamment, de plus en plus. Alors J'y attends, prends parce que goût. le premier entraînement, Oui, il se passe comment? Parce que le premier entraînement, c'est toujours un peu... ouais. Le premier entraînement, c'est quelque chose. Des souvenirs que j'ai, en plus, c'est une salle qui avait pas mal de champions. Et le premier entraînement, il est assez compliqué, mais je m'en sors. Et je m'en sors compliqué dans quel sens? parce que on apprend à prendre des coups, tout simplement. On prend des coups et on se dit, ah ouais, mais pourquoi je suis là à prendre des coups Quand le est-ce que ça finit? alors que j'étais tranquille dans ma vie, j'avais pas forcément de raison. Mais on apprend à prendre des coups, à serrer les dents, tout simplement, à se dépasser, à se rendre compte que c'est pas tout le monde qui sait se battre, malheureusement. C'est quelque chose qui s'apprend. Et on a beau être grand, faire 1,98 m, quand on est face à quelqu'un en face de nous, qui en plus est plus expérimenté, parce qu'on avait des champions à la salle, il y a eu pas mal de champions, c'est une petite salle, Oui. mais qui est reconnue dans le monde de la boxe, parce que, Il y avait qui, par comme je l'ai exemple? dit, après c'est les connaisseurs qui savent, mais on a eu Maktar, c'est l'un des... Maktar Gueye? pardon. Maktar Gueye? Bah, tu vas peut-être me surprendre, mais je connais même pas son nom de famille. C'est ça. Mais voilà, tu le connais mieux que Mm. moi. Enfin, en plus, là, il s'entraîne encore actuellement. Mais de ce que j'ai cru comprendre, c'était l'un des pionniers dans le milieu du MMA. Oui. Il a été, je pense qu'il est même arrivé trop tôt. C'était beaucoup trop tôt. Mm. Le MMA, c'était pas comme aujourd'hui où on a Oui. tout cet Oui, engouement. oui.
Et donc, je pense qu'il y a des personnes comme ça qui sont arrivées trop tôt. Vraiment, comme on dit, ils tabassaient tout le monde. Mhm. Et personne T'avais trouvé n'était des serein. adversaires. Voilà, il avait vraiment du mal à trouver des adversaires. On a eu aussi Johan Beauséjour qui s'est illustré en boxe française et en boxe thaï. On a eu Aurélien Deveau qui a été champion de boxe française. Et voilà, donc, et moi qui essaie de reprendre le flambeau à mon niveau. Et voilà, tout simplement essayer de perpétuer cette tradition Mais pour de le coup, il y a champion. l'idée de l'entraîneur aussi, parce que c'est une école qui fait des champions. Qui est l'entraîneur? L'entraîneur, c'est Stéphane Vartagnan. Mhm. Donc c'est encore l'entraîneur actuellement. Et oui, il a commencé avec Maktar à l'époque. Et depuis, oui, il a formé pas mal de champions. Et c'est lui qui m'a fait confiance et c'est lui qui m'a appris beaucoup de choses. Je vais même dire que ça a été comme une figure paternelle pour moi. Parce que bon, moi, j'ai manqué de figure paternelle et je me suis toujours un peu rattaché à des personnes qui incarnaient pour moi les valeurs que doit avoir un homme, tout simplement. Et lui, je dois dire que, ouais, un vrai monsieur. Et il m'a appris beaucoup de choses. En, en dehors du ring, comme dans le ring. Donc voilà, pour ça, ben, j'en profite pour le remercier. Donc Stéphane Vartagnan, un grand homme, mon entraîneur. Et là, dans tes techniques, comment elles ont évolué avec le temps? Comment tu t'es senti, alors dans tes souvenirs, hein, pour le coup, au démarrage, et Ouais. aujourd'hui, qu'est-ce qui a évolué dans tes techniques? Dans mes techniques, on va dire, ben, la boxe française, c'est un sport déjà très exigeant. Si on doit situer, c'est un, c'est un sport de combat qui est très académique, c'est-à-dire qui est très codifié. C'est pas comme d'autres sports de combat comme la boxe thaï ou le MMA où on peut attendre d'un combattant qui soit beaucoup plus agressif ou qu'il ait cette rage de vaincre au premier abord. La boxe française, elle s'axe beaucoup sur le côté esthétique, sur le côté vraiment technique, technico-tactique également. Et donc j'ai eu du mal au début parce que bah, pour moi, se battre, c'est se battre. On serre les poings, on serre les dents et on y va. Donc ça a marché au début parce que j'avais du coup comme ce bagage, comme je vous ai dit, physique, de par mon passage chez les pompiers. Mais en fait, je me suis très vite rendu compte que ça allait pas suffire, que pour vraiment être un bon combattant, il faut avoir les bases. Et les bases, j'ai dû les apprendre. Au début, on va dire que j'ai axé ma boxe sur tout simplement mon physique. Je fais 1,98 m, donc il fallait que je maintienne mes adversaires de loin. Donc c'est beaucoup de coups, on dit rectilignes. D'accord. Euh, donc comme des chassés. J'étais un boxeur qui tenait beaucoup de loin, Mhm. qui travaillait beaucoup sur ses chassés et qui comptait sur son cardio pour terminer les combats. C'est-à-dire que je ne suis pas un boxeur qui met des KO, Mhm. forcément. Quand on monte dans le ring avec moi, on sait que ça va sûrement aller au bout du temps imparti, mais que ça va quand même être une guerre psychologique et physique, Mhm. et qu'il y aura personne qui va lâcher, en tout cas pas de mon côté. Donc il Voilà, faudra que ça aille au bout. c'est déjà dit. Donc voilà, donc je suis un peu un boxeur qui a ce profil, donc au moins je prends pas beaucoup de coups. Je me préserve assez, c'est quelque chose que j'essaie aussi d'apprendre aux jeunes que j'ai et que je forme. Faut pas trop se livrer, faut se préserver. Et voilà, donc au niveau de mon évolution, ça a été comme ça. Au début, beaucoup plus tactique. Ensuite, je me suis endurci, je me suis professionnalisé, j'ai augmenté le rythme de mes entraînements. Je suis passé on va dire, de 4 entraînements à 6. Aujourd'hui, je suis à 8 entraînements. Donc ça m'arrive de m'entraîner plusieurs fois par jour. Ah, d'accord, plusieurs fois par jour. Donc le matin, le soir. Exactement. En D'accord. général, c'est le matin et le soir. Par Donc exemple, un entraînement, une semaine type avec un entraînement comme ça, deux entraînements dans la journée, ça donne quoi? Tu fais une quoi? semaine type, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être on dit de l'entraînement physique général. Donc c'est en gros pompe, c'est des squats, c'est des circuits training, tout ce qu'il faut pour maintenir une bonne masse musculaire. Ensuite, c'est beaucoup de cardio. Donc de la course à pied, forcément, de la corde à sauter. Ensuite, il y a la mise de gants, les sparring, où on essaie de reproduire en fait l'en- euh, l'environnement
les sensations du combat sans trop se blesser. Mais voilà, on essaie vraiment de se rapprocher au maximum de ce que pourrait être le combat. Et pour tes sparring, est-ce que tu choisis tes sparring en fonction, en se disant, bon, si je veux être un petit peu tactique, là, je vais prendre peut-être un plus petit qui va me rentrer dedans, ou alors je prends un plus grand qui a une allonge. Ouais, c'est une bonne question. Ouais. Donc, moi, j'ai pas forcément le choix. Je suis toujours le plus grand. Donc, ça, au moins, il y a des choses qui changent pas. Je suis toujours le plus grand. Donc, mais ça me permet d'être vraiment polyvalent. C'est-à-dire que mais je vais m'adapter. Je peux boxer avec n'importe qui. Et le but, c'est que tous les deux, on travaille. Donc, j'ai des partenaires d'entraînement que je salue d'ailleurs, qui m'aident à me développer et à me perfectionner sur certains aspects de ma boxe. Donc après, je me mets des thèmes. Forcément, en tant que champion de la salle, c'est vite compliqué de tourner avec des personnes et montrer mon plein potentiel et y aller et frapper fort et montrer tout ce que je sais faire. Donc en fait, en quelque sorte, avec mon entraîneur va me donner un thème. Il va en quelque sorte me brider pour que je puisse travailler uniquement une partie de ma boxe, histoire de la perfectionner. Et puis voilà. Mais après, oui, le thème est changeant en fonction du profil du boxeur. J'ai des personnes qui vont vraiment être bourrins, c'est-à-dire me rentrer dedans. Il y en a d'autres qui vont être assez tactiques, qui vont travailler en contre, attendre que j'attaque en premier et riposter. Mais voilà. Il y a plein d'aspects à travailler pour la boxe. Et comment ça s'est passé, ta première compétition? Donc, ma première compétition, si je dois, moi, d'aussi loin que je m'en souvienne, c'était de quel. Je me rappelle, j'essaie de me rappeler. Tes sensations? Euh, non, en fait, celle dont je dois parler. Et c'est vrai que la première compétition, elle remonte et vraiment, je n'ai même pas forcément de souvenirs dessus. Mais de ce que je peux en dire, bon, forcément, il y a beaucoup d'appréhension, il y a beaucoup de peur, ce qui est normal. Et Ou est-ce qu'il y a une compétition qui t'a marqué particulièrement, un adversaire? bah, ce qui m'a marqué, bon, moi, je suis pas quelqu'un qui m'attache, je m'attache pas beaucoup aux souvenirs, étrangement. Je suis quelqu'un qui essaie d'oublier, peut-être parce que j'ai pris trop de coups et je me rends pas compte. Mais en fait, globalement, il y a peu de choses qui me restent des combats. D'accord. Euh, c'est comme une épreuve à passer, mais une fois qu'elle est passée, il faut déjà se tourner vers autre chose. Mais s'il y a un souvenir que je peux vous présenter, par exemple, c'est lors de mon deuxième titre en K1 que j'ai obtenu. C'était donc c'était un contexte particulier, donc je savais que mon entraîneur serait pas forcément là, et donc moi déjà, malgré déjà, il y a toujours une appréhension initiale quand on sait qu'on va combattre, mais en plus quand on sait que son entraîneur principal, qui est souvent un repère rassurant, ne sera pas là, bah, ça apporte encore plus de stress. Et moi ce jour-là, bah, j'avais fait tout, tout mon régime, mon cutting, on pourra en parler aussi. Donc j'ai fait mon régime, j'ai fait la pesée, donc tout s'est bien passé. Et le jour du combat, avec tout le stress, j'avais quand même des accompagnateurs. Bah, justement, Aurélien Deveau, dont j'ai parlé un peu plus tôt, qui a l'habitude donc de m'encadrer, qui est aussi un repère sur lequel je peux m'appuyer. Mais en général, bon, il y a toujours mon coach pour tout le côté tactique. Au moins, je sais ce que j'ai à faire. Il y a une grosse préparation mentale qu'il qu'il m'apporte. Et donc ce jour-là, tout simplement, les choses se passent, l'heure arrive et j'y vais. Mais il se trouve que j'avais oublié de manger. Donc voilà, c'est là que où je voulais en venir. Il se trouve que j'avais pas mangé, j'avais fait un gros régime, j'ai pas mangé. Je monte dans le ring. Ça, Après la pesée, tu t'étais pas réhydraté, tout ça, t'avais pas... si, enfin, la pesée était la veille. D'accord. J'avais mangé, mais je suis quelqu'un qui mange d'habitude léger et j'aime bien boxer le ventre vide. Mhm. Et donc, bah, j'ai quand même mangé le soir et le combat était le lendemain. Et le lendemain, bah, tout se passe, je m'occupe de mes affaires, les papiers, parce que bon, il y a des papiers médicaux à fournir, j'essaie de m'assurer que j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir combattre, donc je suis dans mes pensées, et tout simplement, avec le stress, j'oublie de manger. Donc le combat arrive, je monte dans le ring, au début je me sens bien,
Mon adversaire, je le jauge un peu, je me dis, ah, c'est bon, je suis capable de venir à bout. J'ai confiance. Il était quand même dur, c'était un adversaire valeureux. Et moi, je comptais beaucoup sur mes genoux, parce qu'à savoir, en K1, on a le droit aux genoux. Et pour moi, c'était une grosse arme. On me dit que j'ai des genoux, c'est des poignards. Donc voilà, Donc tu plantes les gens avec tes genoux. exactement. Et donc ça marche bien, le premier round se passe bien, je suis dynamique, explosif, j'arrive à le toucher quand je veux, et bim, je le fais même compter. Donc, super, nickel. Il se fait compter, je me dis, ah ouais, en plus, là c'est top. Autant finir le combat, je me sens bien. J'avais fait un gros travail de puissance, et je me suis dit, je suis capable. Mais ok, bon, il est valeureux, il se relève, et au deuxième round, je me rends compte que j'ai une baisse de régime. Et ça va être ça jusqu'à la fin du combat. En fait, j'alternais entre des fulgurances où vraiment je dominais mon adversaire et des moments de creux, tout simplement où je me sentais fatigué et je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et même pendant une phase de récupération, une minute de repos, donc j'ai Aurélien qui me dit mais qu'est-ce qui t'arrive, Steph? T'es lent, bouge-toi, déplace-toi, arrête d'aller au conflit, arrête de chercher la bagarre, parce que c'est vrai que je commençais à adopter une boxe qui n'est pas forcément la mienne. D'accord. Il faut savoir se canaliser. Une fois qu'on a défini une tactique, il faut s'y tenir. Donc je repars, je me déplace beaucoup plus, j'essaie d'être mobile, je marque mes touches, ça se passe bien. Et au final, le combat se termine. Je domine quand même tous les rounds. Et le combat se termine. Je vais dans les vestiaires, j'ai ma ceinture, je la pose. Et là, c'est la grosse crise d'hypoglycémie. J'en pouvais plus, j'arrive pas à me tenir debout. Je m'assois, j'arrive pas à me tenir assis. Donc je m'allonge, D'accord. je me traîne à la douche, je prends ma douche, je suis allongé au sol comme ça, vraiment comme un cadavre. J'étais vraiment en hypoglycémie. Et là, tu ne Plus, définis pas plus... encore ce que tu as. Bah si, j'ai compris. Je me T'avais dis, compris? Ok. et je dis à Aurélien, ah, j'ai pas mangé. Oups. Oups, j'ai pas mangé, ça m'est sorti de la tête. Et bah voilà, c'est la petite anecdote. Et je rentre le soir, bah, je retrouve madame. On n'a même pas le temps de célébrer. Je pose ma ceinture, je vais dormir. Et, enfin, C'est dingue ça. c'était mon anniversaire en plus. Ah ouais? Donc je me suis dit, bon, au moins j'ai sauvé les meubles. Je me suis offert un beau cadeau. Mais voilà, j'ai même pas eu le temps de célébrer. Ouais, t'as pas Mais apprécié. j'étais content, Hmm. mais j'avais même plus l'énergie de célébrer. Mais voilà, c'est ça la petite anecdote du boxeur. Et voilà. Et lorsque tu es sur le ring, est-ce que dans ton élan de donner des coups, etc., d'esquiver, machin, est-ce que tu entends ton entraîneur? Euh, bah là, j'entends toujours. T'entends sa voix quand j'en- il te dit donne des consignes et tout ça? Oui, quand on est dans le ring, il faut prêter attention aux consignes du coin. Et justement, c'est aussi une, euh, une manière de rester dans sa boxe, de rester dans ce que tu dois faire. Parce que justement, ce qui est compliqué quand on boxe, c'est de gérer cette appréhension, Hmm. de gérer cette pression et de quand même faire ce que tu dois faire. Parce qu'à savoir qu'il y a vraiment un gros côté tactique. Et si moi, par exemple, qui suis très grand, sors de ma boxe, je suis très très vite handicapé. Tout simplement parce que c'est long pour moi. Je peux toucher de loin. Hmm. Souvent, quand on voit un grand boxeur, on se dit il peut toucher de loin. Mais le revers de la médaille, c'est que quand je tends le bras, Hmm. il faut que je le ramène Ouais, jusqu'ici. d'accord. Donc, il y a certaines choses auxquelles je dois faire gaffe, tout simplement. Il faut que je reste dynamique, malgré le fait que je sois grand. Il faut que je sois très mobile, Mhm. que je sois très cardio. Et je ne peux pas me permettre, moi, par exemple, de marcher dans un ring Hmm. très très vite. Mon adversaire va prendre l'ascendant. C'est comme si il faut imaginer, par exemple, un Mike Tyson qui est très mobile, qui va pouvoir rentrer dans ma garde. Hmm. Et si je ne suis pas, moi, aussi mobile, et n'applique pas les bonnes consignes pour stopper l'adversaire, bah, là, j'ai aucune chance. Et Donc, est-ce qu'il t'arrive de, par exemple, avoir tout bouclé au niveau de la stratégie oui. et finalement te dire non, là, ça fonctionnera pas. Là, dans l'état où on est, là, l'adversaire et moi, il faut que j'applique autre chose. Ça a pu m'arriver, mais justement parce que je faisais plutôt une sortie de route.
Donc en fait, il fallait que je me recanalise. Euh, Là, t'es à parce la que... bagarre, quoi. Exactement. Parce que justement, j'ai ce profil qui me colle à la peau de boxeur à distance, qui ne met pas forcément de KO. Et donc, c'est quelque chose que j'essaie de travailler. Parce que forcément, c'est ce qui est impressionnant. Un boxeur doit pouvoir mettre des KO, doit pouvoir être très puissant. Et de toute façon, au niveau dans lequel je suis à présent, c'est ça qui peut faire la différence. Donc j'essaye de plus en plus d'être puissant, d'être méchant. Il faut se transcender parce que je ne suis pas forcément foncièrement quelqu'un de méchant. Je pense que j'ai pas la tête pour, j'ai pas le caractère pour non plus. Mais il faut savoir se transcender et être méchant au bon moment. Et ça a pu m'arriver justement de vouloir chercher à mettre mon adversaire KO et voir qu'en fait, quand on cherche trop le KO, ça marche pas. Et plutôt me recanaliser, repartir sur les bases. Bras avant. Le bras avant, c'est le jab, le fouetté arrière. En général, en boxe, on a le bras avant, la jambe avant, la jambe arrière et le bras arrière. Tout le côté avant, c'est le côté précis et rapide. Et tout le côté arrière, c'est le côté bourrin et puissant. D'accord. Donc voilà, et là je suis reparti sur des bases de bras avant, fouetté arrière, donc à la fois précis et suffisamment puissant. Et je suis resté sur des enchaînements de un 2 coups, et ça suffit à mettre mon adversaire vraiment en déroute et en difficulté. Là où en fait où je pouvais mettre un enchaînement de trois quatre coups, cinq six coups, être vraiment généreux et me rendre compte en fait je recevais le même nombre de coups. Et il n'y avait pas forcément de différence qui se créait. Et ça peut poser problème au niveau des juges. Tu sais pas si le combat est toujours dans tes mains ou s'il t'échappe. Et donc, j'ai changé de tactique au troisième round. Justement, c'est ce que je décris là, c'est ma dernière finale. Les deux derniers rounds, mon adversaire a rien pu faire. Donc, en fait, je pense que les gens ont vu deux combats. Un combat où j'essayais de montrer un peu tout mon panel technique, oui, que ça sait faire, regarder. Mais au final, c'était trop équilibré. Et une deuxième partie de combat, Faut que je te termine là. là, voilà, les bases, je reste à ce que je fais de mieux. Et là, vraiment, ça a fait toute la différence et j'ai gagné à l'unanimité. Parce que les deux derniers rounds étaient vraiment Net. nets. Il n'y avait rien à dire. Donc voilà. Et comment tu deviens agressif? Comment on fait un boxeur agressif? Euh, Agressif ou méchant? Bon. ouais, c'est une bonne question. C'est vraiment une très très bonne question. Parce que en fait, ça revient à se transcender. Et Ça se passe à l'entraînement, ça? C'est-à-dire qu'on te met quelqu'un en face de toi qui va te pousser dans tes retranchements pour faire sortir quelque chose de toi ou c'est dans les mots que ça se passe? c'est, on va dire, un peu des deux. Un peu des deux. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça ne peut venir que de toi. On peut pas forcer quelqu'un. J'aime bien en fait tout simplement cette culture des arts martiaux qui est qui est qui est racontée on va dire dans les peuples asiatiques, etc. En fait que l'art martial ça consiste tout simplement à dompter la bête qui sommeille en nous. Ça veut dire qu'on est tous capables d'être méchants, on a tous une rage en nous et la boxe et les arts martiaux en général permettent justement de calmer cette bête. Mais justement, pour pouvoir calmer cette bête, il faut pouvoir réveiller tout son potentiel. D'accord, Donc ouais. pouvoir l'exprimer dans toute sa rage et dans toute son intensité et sa capacité de destruction. Et une fois qu'on comprend ça et qu'on va au maximum de notre capacité, là on est capable de pouvoir nous canaliser. Et voilà, et c'est un peu comme ça, oui, qu'on crée un boxeur agressif, c'est en le poussant dans ses retranchements, en le rendant violent, en le piquant aussi, parce que forcément, ça arrive à tout le monde. Quand on, quand on reçoit un coup, notre instinct nous pousse à le rendre. On se dit, on ne se laisse pas faire, et on rend le coup. Parfois, on y va encore plus fort. Mais justement, c'est on va dire un juste milieu entre je rends le coup
Je rends le coup que j'ai reçu, mais je suis capable de me canaliser parce que justement, ça peut être aussi à double tranchant. Donner un coup avec beaucoup trop d'émotion, ça peut Oui. se retourner contre nous. Donc, ouais, pour répondre à ta question, c'est ça. Il faut l'agressivité, c'est déjà en nous. Mhm. Il faut juste savoir bien l'exprimer et bien la canaliser. Et une fois qu'on a conscience de ça, on se rend compte que vraiment, on a, on a vraiment un potentiel destructeur. L'homme a un Ah, potentiel destructeur en exactement, lui. ouais. Et c'est quelque chose que je vois tous les jours. Mais maintenant que je connais et que je sais comment contrôler la chose, je suis serein dans ma capacité à plutôt, euh, on va dire, montrer une partie, comment dire, sereine, Mhm. une partie calme, se dire quand je me présente face aux autres, plutôt avoir ce côté peace, Oui. faire transparaître l'amour C'est ce qu'on plutôt que... constate des boxeurs en voilà. général. On voit souvent ce côté-là très, très calme, très posé. Alors peut-être parce que ils en font assez sur le ring et en sortant de la salle d'entraînement, ils sont très, très calmes, très cool, très sereins. C'est ça. Ouais, parce qu'ils ont donné ce côté-là sur le ring et en dehors du ring, il n'y a pas besoin parce que finalement, ils savent très bien. Enfin, tu sais très bien que tu es une arme. C'est ça, Voilà, tu exactement. ne seras C'est pas jugé de la même façon demain s'il y a une bagarre de rue que quelqu'un qui ne s'y connaît pas en boxe. bah après légitime défense. Ou pas. Non, oui, non, mais tu as tout à fait raison. C'est exactement ça. Je dirais même que je peux faire la comparaison, comparer un boxeur qui aime se bagarrer. Oui, on aime se bagarrer, mais Ah, tu aimes te bagarrer. dans un contexte de boxe. D'accord. J'aime mettre les Mhm. gants, j'aime me prouver, j'aime me challenger. Et oui, j'aime, on va dire, me servir des armes destructrices, on va dire, que je Mhm. forge, mais face à quelqu'un qui a du répondant. Oui. On dit souvent qu'un combat, ça se fait à deux, un beau combat, ça se fait à deux, Mhm. malgré le fait qu'il y ait un gagnant et un Mhm. perdant, Mhm. un beau combat, c'est à deux. Donc il faut toujours donner le respect à son Mhm. adversaire, et c'est pour cette raison qu'on n'a pas besoin d'avoir la grosse tête quand on se bat, et encore moins si en face c'est quelqu'un qui ne pratique aucun sport de Mhm. combat. Et donc oui, un boxeur aime se battre avec un autre boxeur. D'accord. Dans la rue comme ça, non, c'est paradoxal. Mhm. C'est comme, c'est comme dire, oui, un pompier, oui, on peut dire qu'il aime le feu, il Mhm. aime l'éteindre. Oui. Mais quand on est un pompier pyromane, Mhm. là, ça Oui. n'a pas trop de sens. Oui, c'est vrai. Voilà, donc c'est la comparaison que je ferai. Et puis voilà, donc Et par rapport à ta discipline, à toi, parce que bon, ça doit être très carré, très structuré. Comment tu gères ta discipline? Déjà, est-ce qu'on euh, te l'a imposé, cette discipline-là? Et comment toi, par la suite, parce il y a ce qui se passe dans la salle, je suppose, et ce qui ouais. se passe hors de la salle, ou comme tu parlais tout à l'heure de cutting, enfin tout ça, ça fait partie de la discipline. Donc comment tu gères ça? Oui. Donc, on va dire que je le gère plutôt bien. Je dirais qu'en comparaison à d'autres boxeurs, j'ai pas forcément beaucoup d'accompagnement vis-à-vis de, par exemple, au niveau de nutritionnel, j'ai pas forcément d'accompagnement. Je me D'accord, il n'y a pas débrouille, de... Ah, ok. voilà, je me débrouille plutôt seul. La chance que j'ai, c'est que j'ai une compagne qui cuisine très très bien, Mhm. qui cuisine variée, et je me repose en grande partie sur elle. C'est vraiment elle qui me permet, on va dire tout simplement, de, de profiter, en fait, de profiter de moments de repos quand je suis pas à l'entraînement, de passer des moments de qualité avec mes enfants. Ça aussi, c'est un gros soutien parce que forcément, il y a toujours des moments où on est moins bien, où on doute un petit peu, où on est fatigué. Donc là-dessus, j'ai vraiment une grosse épaule sur laquelle je peux m'appuyer. Donc en fait, concrètement, sans elle, je pourrais pas faire grand-chose. Ce serait assez compliqué. Mais au niveau de mes entraînements, bah, ce qui me permet de performer, d'une part, comme je l'ai dit, donc c'est parce que ma compagne gère tout le côté à la maison avec les enfants.
Et c'est aussi tout simplement ma rigueur. De lundi à dimanche, je m'entraîne. Je suis assez solitaire. J'ai pas besoin de quelqu'un pour m'entraîner. Et même mon entraîneur l'a très vite compris. Je suis assez autonome. Quand je vois d'autres, souvent un boxeur, c'est un enfant. Il a vraiment besoin D'être qu'on le poussé, voit, on d'être t'appelle. poussé, d'être Mm. chouchouté. Et non, moi, je gère tout l'aspect physique et nutritionnel un peu par moi-même. Mais tu organises avec ton entraîneur tes entraînements ou alors tu sais très bien ce que tu as à faire. Je sais très bien ce que j'ai à faire. De Ok. temps en temps, il y a quand même mon entraîneur qui me dit, bon là, tu te relâches, va courir. Mm. Donc c'est sa phrase favorite. J'ai beau lui dire, ouais, mais j'ai eu ça à faire, Mm. nanani, nanana. Donc, ouais, mais va courir. La finalité, ce sera toujours ça, va courir. Et, euh, et oui, c'est quand même aussi une bonne chose parce que ça me permet de ne pas me plaindre. Il y a très peu de place aux complaintes. La place, elle est vraiment à la discipline. Et, euh, et tout simplement, il faut serrer les dents, je dirais, et faire ce qu'on a à faire. Après, bon, avec le temps, je prends plaisir à faire ce que j'ai à faire. Donc, c'est vraiment aussi Même les un moments plaisir. de régime? Parce que pour les moments de régime, tu as combien de kilos à perdre en général? Du coup, moi, je me maintiens à 3 kilos à perdre. Parfois, ça va jusqu'à 5. Mm. Donc, c'est le plus dur. Je dois avouer que quand je dois perdre du poids, c'est les moments où je suis le plus exécrable. Et c'est madame qui doit le supporter. C'est des moments où je suis très tendu. Mais en vrai, je fais attention toute l'année. Toute l'année, je suis à 83 kilos. On m'a déjà appelé pour être au poids dans les 3 jours. Dans les 3 jours, j'étais. Donc, je peux perdre 3 kilos en 3 jours. Bien sûr, je ne le conseille pas à tout le monde. Oui, faut être. Je suis habitué. Oui. On va dire, je suis habitué à vivre avec la faim. Mhm. Quand je m'endors, parfois, j'ai souvent faim. Mais je pense que c'est quelque chose que tout le monde doit ressentir. Euh, Quand on s'endort et qu'on a faim, quand on se réveille le lendemain, on a une raison pour laquelle, on a vraiment une raison qui nous pousse à agir. Et c'est vraiment cette faim, on a cette rage d'aller chercher de quoi nourrir la famille et de sans cesse se dire, il faut que je fasse ce qui doit être fait. Et c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Donc au niveau du régime, je mets un point d'honneur à être au poids, à être fit, comme on dit, Mhm. 365 jours par an. Et bon, après, il y a les vacances. Il y a- Alors, quelles vacances Bon, scolaires? il Est-ce y que a- c'est les vacances, moi, c'est Noël? les grandes vacances qui font le plus mal, mais en général, je ne suis pas quelqu'un qui a des gros problèmes de poids par rapport à d'autres boxeurs. On peut le voir au MMA, il y en a qui se mettent dans des situations Mais une qui cut, c'est un truc de fou. Pourquoi ils passent pas la incroyables. catégorie? Je comprends pas. Voilà, c'est ça. Déjà, même le cutting, déjà, est-ce que. Enfin, moi, C'est vraiment déconseillé. ouais. C'est vraiment déconseillé. On perd beaucoup d'eau. En termes physionomiques, c'est pas une bonne chose en soi. C'est même des risques. On a pu le voir avec l'engouement qu'il y a eu autour du MMA. Il y a des boxeurs, des combattants, pardon, comme notamment Baki Mhm. ou William Gomis. Donc Oui. pour ceux qui connaissent, qui récemment a failli Oui, pendant la conférence limite, de presse, voilà, tomber dans les pommes. voilà. Je pense il a vraiment mis sa vie en danger. Et c'est vraiment quelque chose que je déconseille. Et pour moi, c'est limite une faute professionnelle. C'est quelque chose qu'on doit voir de moins en moins dans les sports de combat. Parce que c'est bien beau de s'entraîner à 85 kilos et de vouloir boxer en 66. C'est fou ça. Donc, ouais, je trouve ça assez fou. Et de ce côté-là, je pense que certains se mettent en danger Mm. et potentiellement véhiculent, on va dire, des manières de faire qui ne sont pas forcément bonnes. De plus en plus de jeunes sont intéressés par les sports de combat et il faut qu'ils comprennent que c'est un art de vivre. On dit art martial parce Mm. que c'est un art de vivre. C'est un art de mener sa vie autour du sport et donc un art martial implique des sacrifices. Et moi, le sacrifice, bah, je le fais. J'ai pas peur de le faire. C'est ce qui vraiment, c'est l'équilibre. C'est dedans que je trouve l'équilibre qu'il me faut pour tous les autres aspects de ma vie. Donc voilà, en général, j'ai 3 kilos à perdre, entre 3 et 5. Je m'entraîne seul, solitaire.
J'ai pas besoin d'appeler mon pote, tiens, on va à la salle. Non. S'il te plaît. Et même au contraire, c'est plutôt les autres qui m'appellent. Mais non, j'aime bien m'entraîner seul. Et tu gères parce que tu dois peut-être avoir aussi des côtés un petit peu, des moments de démotivation. Oui, Comment tu gères ces moments-là un peu, bon, c'est déjà tout quand à tu as fait faim et normal. tout ça, ça doit être compliqué. Ah, ouais, ça, c'est compliqué. En plus, on aime les bonnes choses. Donc, mon éducation, elle fait que bah, on aime manger, on aime se retrouver en famille. C'est toujours des bons moments. Mais pour les apprécier, il faut savoir se priver. Et c'est quelque chose que j'ai compris. Et il y a rien de mieux que manger en ayant faim. Et là, on savoure. Quand on savoure ce qu'on mange, c'est vraiment quelque chose de... On sent tous les bienfaits et on est beaucoup plus rempli de gratitude. C'est vrai qu'on mange sans avoir faim en vérité. On a des manières, le petit Ouais, déjeuner, déjeuner, goûter. exactement. On n'a pas Exactement, forcément faim. c'est ça. Mhm. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se perdent, qui développent des troubles alimentaires. Mhm. Et on va dire qu'en France, on a cette chance, on n'a pas faim. Oui. Mais c'est aussi, j'aime bien, en fait, il y a, dans tous les avantages qu'on a, il y a toujours des inconvénients. Ça veut dire que certes, on n'a pas faim, mais on développe des troubles alimentaires, on mange à n'importe quelle heure. Et donc sur ça, c'est pas forcément une bonne chose. Et pour moi, les moments de doute, je les gère très très vite en les mettant de côté. Toutes les petites voix qui me disent ouais, c'est bon, on a bien travaillé, on est fatigué. Alors, comment tu Voilà, fais pour les mettre de côté? Comment faut, faut tu pas les les. off? Comment Ah, tu les off? voilà. Il faut switcher très très vite. Il faut vraiment s'attacher à sa discipline parce que vraiment, quand on sait que manquer un entraînement, c'est c'est prendre du retard sur ses concurrents. Et, et de nos jours, ce n'est que ça. De nos jours, je pense que beaucoup oublient la concurrence saine, hein, j'entends, une concurrence qui nous permet de nous élever tous ensemble, mais beaucoup l'oublient. Et moi, quand je manque un entraînement, ça se trouve, mon adversaire, il en a fait deux, et je suis déjà en retard. Quand je me lève à... Mike Tyson le disait, lui, il va courir à 5 heures. 5 heures du matin, il se force à aller courir. Et pour lui, ça le conforte dans l'idée C'est le premier. que je suis le Je premier. suis avant lui. Je suis le premier. Mon adversaire, il est encore en train de dormir, mais moi, je suis déjà sur le terrain et je fais ce qui doit être fait. Donc, en fait, il faut très vite taire ses voix par l'action, D'accord. forcément. Souvent, un bon entraînement peut chasser tous les doutes qu'on a et c'est l'action. C'est pour ça que je suis quelqu'un qui parle très peu parce que je sais très bien que parler, c'est pas bien parler, c'est pas donné à tout le monde. C'est vrai. Il y en a beaucoup qui racontent, j'ai pas envie de dire des gros mots, mais du bullshit tout Mhm, simplement. mhm. Et moi le premier. Et donc quand je sais que ce que j'ai à dire n'est pas intéressant, tout simplement je me tais. Et c'est quelque chose que j'essaie vraiment de mettre au centre de ma vie. C'est pour ça qu'on me trouve assez introverti. On a On te même pu trouve, me... mais tu l'es, Non, non? je ne l'ai... Ça dépend justement les cadres. Ceux qui ont... Bah là, par exemple, aujourd'hui, tu vas avoir de la chance, tu me fais beaucoup parler. Merci. C'est très rare, ça c'est très rare. C'est très rare de me voir autant parler parce que non, je mets un point d'honneur à être beaucoup plus dans l'action et c'est ce qui me permet, oui, d'effacer les doutes et, j'aime bien dire que moi je suis de ceux qui ne parlent pas trop. Hmm. Voilà, tout J'agis. simplement, j'agis. Je préfère ça. Limite, ce serait même, on pourrait se dire, finalement, d'entendre ces petites voix qui vont dire non, on n'y va pas, non, ne fais pas, c'est même une bonne chose pour justement te dire, après ça vient l'action. Limite, si elles sont pas là, bon, je pourrais me poser des questions, mais comme elles sont là, je vais entamer une action derrière. Oui, elles sont là, mais toujours à juste titre. Mhm. Parce que on vit souvent dans le déni, c'est-à-dire on oublie parfois que nous sommes acteurs de nos choix et que, en fait, tout simplement, c'est moi qui ai choisi d'être combattant. Personne m'a traîné Mhm. sur le ring pour me dire vas-y, bats-toi et on te donne de l'argent. Non.
Après, en plus, pour ce qu'on gagne, on pourra en parler aussi de l'aspect financier. Ouais. Mais personne m'a traîné. J'ai choisi cette vie. Je suis content de cette vie. Euh, donc il faut que je la vive et que je fasse ce qui doit être fait pour maintenir justement mon équilibre de vie. Et donc, non, ces petites voix, elles arrivent toujours à des moments où, oui, on est fatigué, ça, on a eu un moment difficile, Mm. on est fâché avec notre compagne, toutes les raisons Mm. possibles peuvent nous faire dévier de notre chemin. Mais justement, c'est là où il faut vite se concentrer et plutôt privilégier l'action. Et c'est quoi les bénéfices de la pratique de ta boxe dans ta vie en général? Bah, dans ma vie en général, les bénéfices, c'est vraiment, j'ai une sorte de résilience. Euh, je n'ai pas peur, on va dire, de l'avenir outre mesure. Donc maintenant que j'ai des enfants, je développe certaines peurs. Mais bon, ça, c'est pas Des vis-à-vis peurs de... pour toi ou Non, c'est ok. bah, pour moi également, dans le sens où je me dis, s'il m'arrive quelque chose dans le ring, Mm. est-ce que ma famille est en sécurité? Mais non, avec la boxe, j'ai développé vraiment une résilience, une abnégation, une discipline qui me sert, mais vraiment dans tous les aspects. Et il y a un gros côté où je me sens vraiment fort. Mais c'est pas. Je me sens fort, je vais taper tout le monde. Mm. C'est-à-dire que non, quand j'arrive quelque part, je n'ai plus peur de personne. Et, euh, et ce n'est pas que physique. Parce que quand je dis que je suis fort, c'est aussi mental. Ça veut dire qu'il y a peu de personnes qui peuvent susciter en moi de la crainte, de la peur. Tant qu'ils ne sont pas armés, tout va bien. Tu gères ça. Je gère ça. Et même, on va dire que j'ai mené ma vie de telle sorte que aujourd'hui, j'ai plus de patron. Mm. J'arrive à avoir un bon complément de revenu avec la boxe. Mais à côté, je suis éducateur sportif. Je suis dans une structure assez autonome. Même mon entraîneur, il sait que je suis autonome. Je mène ma vie comme bon me semble. J'ai pas de, comme on dit, de N+1 qui va me dire fais ci, fais ça. Non, Tu c'est vas pas quelque le chose. supporter. Voilà, c'est quelque chose de toute façon. euh, j'ai tout fait pour me tenir loin de tout ça. Parce que bon, je l'ai assez supporté chez les pompiers. Chez les pompiers, donc à savoir, les gens ne savent pas, les sapeurs-pompiers de Paris, c'est l'armée, c'est l'armée de terre. Donc c'était assez dur. J'ai dû vraiment me forger en tant qu'homme. Donc ça, j'ai réussi, mais sans être aussi, sans me rabaisser. Et je remarque que beaucoup sur leur lieu de travail, ils sont pas heureux. Ils sont pas heureux, ils se sentent rabaissés, non valorisés. Et moi, à chaque fois que j'ai estimé que mon temps, quelque part, était terminé, bah, je suis parti. Et je pense que ça aussi, c'est au niveau de l'éducation. Il ne faut pas se faire marcher dessus. Et aujourd'hui, je ne sais pas qui va me marcher dessus. À J'attends de part, voir. j'attends de voir. J'attends de voir. Mais en tout cas, je pense que c'est aussi grâce à l'éducation que j'ai eue dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, bah, le respect, toujours donner du respect aux autres et ne pas attendre moins en retour. Et du coup, oui, dans mes classes, par exemple chez les pompiers, j'en venais à parler à des généraux de l'armée française, sans honte, sans crainte, et à susciter du respect vis-à-vis d'eux. Donc aujourd'hui, je me dis que je suis à un point de ma vie où je suis là où je dois être, je suis plutôt bien, et donc j'estime que c'est bon, j'ai passé l'âge d'avoir peur, j'ai passé l'âge C'est une de... question d'âge ou Voilà, je je sais sais pas pas. si c'est une question d'âge, mais je me dis, je peux plus être soumis à quelque chose. Donc même tout ce qui est, on voit dans le climat actuel, tout ce qui est patriotisme, religion, je peux plus être soumis à quoi que ce soit. Euh, je reste soumis à Dieu, mais mon Dieu, et c'est quelque chose d'assez intime. Et j'ai même pas besoin de dire de quelle religion je suis, parce que je pense que, encore une fois, les gens parlent trop. Les gens parlent trop, il y a certaines choses qu'on doit garder pour soi. Et, euh, et tout simplement, oui, il faut que les gens
je pense, arrête d'être soumis à des idéaux, à une politique. Donc, non, il faut juste vivre sa vie, faire ce qui doit être fait et ne pas oublier justement que le jeu de la vie, à la fin, c'est la mort. Et beaucoup mettent ça un peu de côté. On y va. Ouais, Pas non, on y voilà. va, c'est notre direction. On va dans la même direction. S'il y en a qui doutent, je pense qu'ils ont un peu tort là-dessus. Et donc c'est quelque chose que je me répète beaucoup. Je pense beaucoup à la mort, non pas que je sois dépressif. Attention, vous inquiétez pas. Je pense beaucoup à la mort parce que c'est un moyen pour moi de me rappeler que mon temps est limité, tout simplement. Que je n'ai pas un temps illimité et donc il faut que ce que je le fasse bien, euh, que je le fasse de manière brillante, honorable et sans me soumettre, tout simplement. Et pour tes influences, pour le coup, quel a été le boxeur qui t'a influencé dans ta vie? Ah, il y a tellement de boxeurs. Tous les boxeurs méritent on va dire, le respect à ce niveau parce que monter dans un ring, c'est pas donné à tout le monde. Bah, d'ailleurs, j'en profite pour raconter une anecdote qui m'est arrivée sur un combat que j'ai perdu. Un combat que j'ai perdu, je vais pas m'attarder dessus, mais c'est un combat où je prends un coup critique. C'est quoi un coup Un critique? coup critique, bon, c'est un coup bien marqué. En l'occurrence, je prends un fouetté figure. C'est quand même drôle quand on fait 1,98 m. Ah oui, là, tu levais la patte hyper haut. Donc, le boxeur, mon adversaire, a eu du coup un bon réflexe. Il me touche sur en contre en plus. Donc, le contre, à savoir que c'est une configuration de combat. Un contre, c'est quand, on va dire, toi, tu t'apprêtes à mettre un coup, mais que tu es stoppé dans ta lancée par un autre. D'accord. Donc en général, c'est les coups qui font le plus mal, qui sont les plus destructeurs. C'est-à-dire qu'en général, tu te projettes vers l'avant et tu te fais stopper net par un autre coup. Donc c'est ce qui s'est passé au cinquième et dernier round en plus. Et là, bah, je m'écroule sur le fouetté figure, je tombe, T'as été à la mais lumière? non, Non. j'ai été, je me suis rebranché très vite. Il y a eu une petite déconnexion, mais j'ai rebranché les câbles très très vite parce que je pouvais pas perdre comme ça dans ma tête. Je m'étais dit, non, ce combat-là, il fallait qu'il aille au bout. Toujours dans ma lancée, c'est ma philosophie. Les choses vont au bout. Donc je me suis relevé. Bon, l'adversaire, il en a profité pour accélérer, mais j'étais déjà très très vite lucide. Non, mais pourquoi je raconte ça? Parce qu'au final, après, bon, j'ai perdu. C'était un beau combat. Aujourd'hui, bah, mon adversaire, euh, il est, euh, il est au sommet de notre art, puisqu'il est champion d'une grosse organisation, le One Championships, Mhm. une organisation thaïlandaise. Et donc, il a été sacré champion. Il s'appelle Alexis Nicolas. Et Il est donc, passé en MMA, non? Il est pas passé en MMA? non, Non, pas mais encore. je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient le voir en MMA. Mhm. Mais je pense pas qu'il va faire la transition tout de suite. Il y en a beaucoup aussi qui veulent voir tout le monde en MMA. Tout le monde veut se mettre au Oui, MMA. oui, 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 oui. Mais bon, ça, on pourra y revenir. Et donc, le combat se termine. On a fait un beau combat. C'était assez disputé. Et sur les réseaux, il me chambre. Il y a mon KO qui tourne en boucle. Ah, comment Et tu gères donc, ça? voilà. Déjà, il y a une première défaite, c'est le fait d'avoir perdu. Mm. Et la deuxième défaite, c'est le fait un peu de se taper la honte sur les réseaux. Et donc, Ce qu'il n'y avait pas avant. Enfin, peut-être avant, il n'y avait c'était pas d'une autre avant. façon, mais là, ça va plus vite, quoi. Exactement, aujourd'hui, ça va plus vite. En plus, ça se démocratise. Le fait, on va dire, de faire ce qu'on appelle du trash talk, de narguer l'adversaire avant, après et même pendant. Et donc, la vidéo tourne. Et très vite, je me suis dit, je peux pas me laisser abattre par ça. Parce que c'est vrai qu'on dit que de toute façon, un combat se fait à deux. Et je sais que j'ai été valeureux sur ce combat. Et je peux pas me laisser abattre par une image de moi qui est pas très, on va dire, pas très honorable, qui est peut-être un peu dégradante, où mon adversaire me fait passer pour vraiment quelqu'un qui est
en dessous de lui, en dessous de son niveau. Et même quand tu lui fais remarquer, parce que sur ce combat-là, en l'occurrence, j'avais été contacté 3 jours avant, personne Mhm. refusait, tout le monde refusait de le boxer. D'accord. Et toi, tu y es allé. Bah, moi, j'y suis allé, Mhm. parce que comme encore une fois, comme j'ai dit, je ne construis pas mon palmarès. Moi, je prends les challenges, j'y suis allé, et il s'est passé ce qui s'est passé. Mais je me suis dit, il ne faut pas se laisser abattre justement par l'image que les gens ont de toi. On peut te voir pour un perdant, mais il y en a très peu qui sont capables de monter dans le ring. Et donc ça, je lui ai concédé, le fait de me ridiculiser un Allez, peu. je te le donne. Allez, je te Allez, le c'est donne, bon, c'est c'est cadeau, cadeau. c'est cadeau. Mais parce qu'en fait, au final, c'est vraiment c'est un jeune prodige, donc je lui enlève pas son talent. Mais après, dans la vie de tous les jours, c'est un peu comme un petit frère. Donc là, c'est très bien. C'est bien de voir les plus jeunes même surpasser leurs aînés. Bon, je ne suis pas terminé non plus, et ma carrière ne l'est pas non plus, mais euh, il y a des fois dans la vie où on peut vraiment être amené à perdre confiance, à se sentir ridiculisé, avoir une image de nous qui ne nous plaît pas. Mais comment tu fais Mais dans ces cas-là pour... bah, justement, encore une fois, il ne faut pas s'arrêter au paraître, il ne Mhm. faut pas s'arrêter à une image de nous qui est figée. Et t'en parles là à ton entraîneur quand c'est des cas comme ça où t'es pas content de ce qui se passe mais tu peux rien faire en même temps. Est-ce que tu peux te confier à ton entraîneur à ce moment-là? Ah bah, on le prend bien, on en rigole. D'accord. On en rigole. Lui-même te chambre, c'est ça? Non, pas lui. D'ailleurs, c'est lui qui m'a encouragé à aller lui parler. Non, Mm. à lui dire, c'est pas cool dans la mesure où moi j'ai accepté le combat 3 jours avant. Mais même au-delà de ça, ça me dérange pas plus parce que je sais qu'en fait, il faut pas s'arrêter à une image et que justement, ce qui est une bonne chose dans la vie, c'est que les choses sont amenées à changer. Les choses sont toujours amenées à changer et accepter une image de toi de perdant, c'est comme si c'est perdre 2 fois. Ça veut dire que j'ai perdu une fois à la décision des juges et je perds une deuxième fois parce que je suis, on va dire, en quelque sorte coincé dans cet espace-temps dans lequel on m'a mis. Espace parce que bah, c'est sur les réseaux et je me fais chambrer tant parce que bah, ça s'est passé à un moment donné et qu'aujourd'hui on est 1 an après Mm. et que Ça la vie reste. continue. Mm. Donc faut pas rester bloqué sur les choses. Mais j'ai appris de ça. J'ai eu l'occasion de remonter sur le ring face à lui. J'ai encore perdu, mais cette fois-là, ça s'est beaucoup mieux passé. Et je ne. Et est-ce que toi, pour le coup, tu lui as fait des réponses aussi Bah, justement, j'ai eu en cette vidéo réflexion de lui dire interposée? oui, c'est bien, mais il faut quand même avoir la victoire un peu plus humble. Mais c'est le jeu des réseaux. Même lui, en off, il est venu me parler, on s'est expliqué. Et j'ai compris, en fait, lui, il joue le jeu des réseaux et il n'a pas tort. Aujourd'hui, c'est justement dans la boxe, il y a un gros aspect communication qu'il faut avoir. Et donc, non, c'est le jeu. C'est le jeu, donc c'est sans rancune. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier qu'un combat, souvent, les gens ont tendance à oublier qu'un combat se fait à deux. Un beau combat se fait à deux. Et oui, sur les réseaux, tu te fais chambrer même par des personnes qui savent pas boxer. N'importe qui aujourd'hui se donne le droit d'avoir un avis sur tout. Mhm. Donc c'est le jeu, on laisse parler, encore une fois. On se tait et on travaille. Mais pour le coup, ça, est-ce que ça te fait dire qu'il faudrait que tu changes ta communication? Parce qu'on voit de plus en plus de trash talking. Bon, après, des fois, il y en a qui vont trop loin. Il y en a, bon, ben ça va, ça fait partie du... Et puis ça amène la curiosité des gens, Ouais. venir voir, etc. Est-ce que maintenant les boxeurs doivent se mettre à ça? Ouais, bien Un sûr. peu à la Bah, Doumbé? c'est un spectacle. Ouais. C'est un spectacle et donc de plus en plus, je pense que ça va se voir. Après, c'est à double tranchant, hein. Moi, je suis pas forcément partisan. Je le ferai pas personnellement parce que ce n'est pas dans mon attitude, parce que j'ai pas le temps. Mm. J'ai Oui, pas il le faut temps. du temps, c'est vrai. J'ai pas le temps pour ça. Je suis pas non plus à un degré où je peux le faire. C'est sûr que ça crée une émulation, ça crée du spectacle. Et faut pas oublier que bah, aujourd'hui, les sports de combat, si on veut, c'est les nouveaux gladiateurs. Dans l'ancien temps, on venait voir les gens se battre. Mhm. Et aujourd'hui, c'est ce que les gens veulent. Les gens veulent
de la sueur et du sang. De la sueur et du sang, c'est exactement ça. Les gens veulent de la sueur et du sang, et si Mhm. en plus ça peut être drôle, et si en plus on peut rajouter du trash Ouais, c'est vrai talking, qu'on vous en demande beaucoup, mine de rien. voilà, En plus de se prendre des coups, il faudrait faire rire la galerie, faudrait exactement, être bavard. c'est C'est vrai ça, qu'on vous en demande beaucoup. exactement, mais voilà, c'est le métier, et oui, la boxe est comme ça, il y a un engouement de plus en plus sur la boxe, sur les sports de combat, et comme on disait notamment sur le MMA, tout le monde veut se mettre au MMA, j'ai l'impression. Moi aussi, on m'a déjà proposé, on me demande pourquoi je ne me mets pas au MMA. Parce que tu as une spécialité, toi, en plus. En général, Parce on y que va quand on a déjà une spécialité ou tu penses qu'on peut y aller comme ça? je pense qu'il faut déjà avoir une spécialité. En MMA, c'est, je dirais que c'est compliqué dans la mesure où il faut, il y a trop d'aspects techniques à avoir d'un coup et c'est dur. Donc c'est assez dur. Soit c'est pour quelqu'un qui, je dirais, a vraiment beaucoup de temps, qui ne fait que ça, c'est-à-dire qui n'a pas comme moi des à côté, qui se consacre vraiment au MMA, qui va aller au cours de Jiu-Jitsu, au cours de grappling, faire de la lutte, faire du pied-point, aller à l'anglaise. Donc en fait, c'est assez compliqué. Donc c'est pas donné à tout le monde. Mhm. Et surtout de bien absorber toutes les techniques et et de les retranscrire en fin de route dans la cage. Donc non, moi je préfère me spécialiser, tout simplement, rester sur ce que je sais faire et je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre en plus sur le pied-point, ce qu'on appelle les sports de percussion. Et puis voilà, j'en reste là. Et pour rebondir sur ton métier, parce que tu as fait Ouais. le choix justement d'être à la fois boxeur professionnel et pour être libre, donc là, tu es coach sportif. C'est ça, À ton compte? je suis à mon compte, je suis coach sportif, je suis également éducateur sportif pour la mairie de Noisy-le-Grand. Donc ce qui me permet aussi d'être entraîneur. J'entraîne les plus jeunes, Toujours dans la boxe française. toujours en boxe française. Et parallèlement, je suis développeur web. Je ne sais pas si je l'ai mentionné Non. lors de mon introduction. Je suis également développeur web, donc je crée des sites internet. Et donc j'ai plusieurs casquettes. Parce que bon, je me dis, j'aime pas mettre tous les œufs dans le même panier, Mhm. comme on dit. Et donc j'aime bien aussi me prendre la tête devant l'ordi et voilà, écrire des lignes de code. Ça me détend, ça me permet de penser à autre chose. Ça te détend. Les lignes de Oui. code. Je D'accord. suis quelqu'un qui est assez cérébral, j'aime bien me prendre la tête. Et donc, oui, j'écris des lignes de code pour automatiser certaines choses, certains aspects de ma vie, notamment au niveau de, du business que j'ai en coaching sportif et nutritionnel. Alors, c'est les deux en même temps, tu fais un combiné. Je fais un combiné, c'est ça. Ça veut dire que quand une personne, elle vient te voir, Oui. qu'est-ce que tu lui proposes? Bah, déjà, j'essaie de cerner la personne, donc dans l'optique en fait de proposer, on va dire, on parle souvent de programme personnalisé, c'est souvent mental, savoir comment la personne vit, euh, savoir ses objectifs, un peu qu'est-ce qui la limite dans l'atteinte de ses objectifs, pourquoi elle n'y arrive pas, vite identifier ce qui peut être changé, lui proposer quelque chose. Souvent, la proposition aussi, on se rend très vite compte que, après c'est un dialogue, souvent les personnes ne sont pas prêtes pour la plupart à effectuer les changements nécessaires qui vont les mener à atteindre leurs Alors, ben, objectifs. comment tu fais dans ces cas-là, quand l'objectif est trop gros? Voilà, on le revoit, bon, ça se voit, ça s'est souvent vu que certains veulent avoir des résultats, souvent on s'y prend 2 mois à l'avance, il y en a, je pense qu'ils s'y prennent maintenant pour avoir Body summer, leur body summer. Il y a c'est un vraiment des peu tard. retardataires, c'est un peu tard. Mais voilà, on leur dit que les choses, pour qu'elles changent, faut vraiment faut vraiment voir à long terme. Souvent, pour perdre du poids, parce que c'est ce qui revient le plus souvent, faut pas aller trop vite. Et beaucoup misent tout sur le sport. Moi, à mon niveau, je fais 15 heures de sport par semaine quand je m'entraîne à haute intensité. Je compte pas sur le sport pour perdre du poids.
Donc les gens ne se rendent pas compte que c'est d'abord ce qu'on met dans notre assiette. Il y a l'alimentation avant tout. Et bien sûr, le sport arrive en deuxième lieu pour vraiment s'évader, pour conserver quand même une bonne santé physique. C'est important, la santé cardiovasculaire. Mais on va dire dans une perspective de perte de poids, c'est l'alimentation, de prise de masse aussi. C'est l'alimentation qu'il faut privilégier. Donc, euh, donc voilà. Donc quand la personne n'a pas, comme on dit, le moyen de ses ambitions, il faut justement l'amener à revoir du coup ses ambitions à la baisse ou à se dire que bah, ça va pas prendre 3 mois mais plutôt 6 mois. Il faut pas être pressé. Et beaucoup ne savent pas que bon, il y a beaucoup de vendeurs de rêves. La plupart des régimes se soldent par des échecs. Oui. Et on le voit de plus en plus en France. Il y a de plus en plus d'obèses et c'est pas pour rien. C'est aussi lié, on va dire, à notre manière de vivre. Mais je pense que les gens gagneraient à se connaître eux-mêmes, à bien analyser leurs habitudes et à avoir un mode de vie sain. Je pense que c'est primordial. C'est quelque chose qui... il manque un peu d'éducation, je dirais, à ce niveau-là. Il y en a beaucoup qui ont mal au dos, des douleurs dorsales, mais parce qu'elles font pas de sport, forcément on est assis tout au long de la journée. Il y a toute la pression qu'on nous met, la pression de vivre en France. Est-ce que tu es suffisamment français? Est-ce que tu ne l'es pas? Est-ce que les guerres là-bas, ceci, cela. Mm. Les gens ont du mal peut-être à se concentrer sur eux-mêmes. Oui. Donc j'invite les gens tout simplement à être égoïstes. Moi, je sais ce que je mets dans mon assiette Mhm. au gramme près. Je sais quand je fais n'importe quoi. Au gramme près aussi. Voilà, c'est ça. Ça va vite. Mais il y a vraiment des moments où je peux me dire, je m'en fiche. Je le fais et je sais que bon, je devrais pas, mais je ne vais pas le faire pendant 6 mois. Ouais. Je sais qu'en général, mes sorties de route, elles sont brèves Mm. et que je sais comment me rattraper. Oui. J'ai un plan B, un plan C, j'ai le Jusqu'à Z. parachute, j'ai tout ce qu'il faut. Et donc les gens, j'ai l'impression que bah, c'est tout ce qu'il y a, bah, c'est tout ce qu'il y a dans le coaching. Euh, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, c'est vraiment prendre la main et accompagner les gens parce qu'ils n'ont pas été, ils n'ont pas été éduqués et ils ne savent pas le faire eux-mêmes. Et même quand on est coach, on a aussi besoin d'avoir un coach. Un coach peut être coaché et même moi, encore aujourd'hui, je sais que j'ai des choses à apprendre. Et quand il y a quelqu'un qui se présente et et dont je sais que cette personne est capable de m'apprendre quelque chose, Tu prends. je prends. Voilà. Stéphane, l'émission s'appelle Les gens comme vous. Ouais. Quel conseil ou force tu peux donner aux gens comme nous? Euh, Tout simplement, restez vous-même, menez vos combats avec vos armes. Donc forgez-vous des armes. Ne laissez pas trop le monde extérieur vous dominer. Ne vous soumettez pas à Pierre-Paul Jacques. Restez comme vous êtes et ce sera déjà une bonne chose. Et surtout, propager de l'amour parce que c'est le plus important. Une fois qu'on a fait un travail sur soi, on se rend compte que bah, le plus important, c'est vraiment de passer des bons moments, des moments de qualité avec les autres, de tous bords, dans l'acceptation et, euh, et mener sa petite vie, sa petite Sa barque, petite barque, ouais. J'aime bien cette voilà, expression, sa petite barque. comme on peut, Mm. mais vraiment, oui, sans se soumettre et croire en soi, croire en ses rêves et en sa capacité de réalisation. Et encore une fois, en, en ayant conscience aussi de cette destruction inhérente à l'être humain, malheureusement, mais qui peut être une force une fois qu'on l'a canalisée et tout faire justement pour laisser une trace, euh, une belle trace, briller, n'ayez pas peur de briller en, en groupe, affirmez-vous et laissez derrière vous de belles choses et voilà. Et c'est comme ça que c'est ça qui fait qu'on est un peu en quelque sorte éternel. Mais sachez que votre temps est compté, donc perdez pas de temps non plus.
J'aime bien cette phrase de fin là avec l'histoire de la barque. On visualise bien la barque tranquille sur l'eau Voilà, c'est comme ça. Moi, ça, je suis quelqu'un qui paisiblement. j'aime bien visualiser. Et Ouais. aujourd'hui, si je me rends compte, hein, en fait, je suis assez bête et j'applique les choses dans la vie. Dans la vie, on doit se battre. C'est juste que moi, j'ai pris les choses à la lettre, Tout simplement. tout simplement. J'ai C'est vous pris, qui l'avez pas fait. voilà, c'est ça. Donc, je prends les choses à la lettre, premier degré. Et non, donc, je pense que le concept de ton émission est super parce que on se rejoint, on se ressemble et chacun dans sa vie se bat d'une manière ou d'une autre. Et donc, ne lâchez pas, ne posez pas les armes jusqu'au bout. Jusqu'au bout. De toute façon, on y va là. Voilà, c'est Petit ça. à petit, on y va. Où est-ce qu'on peut te retrouver, tes réseaux? Oui, donc moi je suis présent principalement donc, sur Instagram. Donc Stéphane, avec un PH, un E à la fin, tiré du bas, fou, F-O-U, tiré du bas à nouveau. Donc n'hésitez pas, donc j'ai du contenu donc, spécialement sur la boxe, la motivation, le coaching, tout ce qui est alimentation. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux. Ce sera avec plaisir si on a l'occasion d'échanger ensemble. Et voilà. Et tes prochaines échéances, c'est quoi? Donc mes prochaines échéances, c'est d'ici quelques mois en savate boxe française. Donc je représenterai la France pour les championnats d'Europe qui se tiendront en Italie. Donc Là, ouais, t'es en souhaitez-moi pleine bonne chance. prépa. Je Je souhaite suis bonne en- chance. Et même si je compte pas trop sur la chance, je suis en pleine prépa. Mais voilà, Je compte sur toi. sur moi, sur le travail et sur la puissance que je vais mettre dans mes poings et le cœur que je vais mettre à l'ouvrage. Et donc oui, c'est ce que j'aime bien dire. L'un de mes credos, c'est du cœur et du poing. Donc voilà. Bon, du cœur et du poing, l'émission se termine. Je te remercie Stéphane. Merci à toi, Rabia. Je te dis à C'est bientôt. très bientôt et avec plaisir. C'était vraiment super. Et merci pour l'invitation encore une fois. Merci.